Salut à tous, alors dans cette vidéo, on va faire le tour de mon potager avec l'angle de voir ce qui a permis de lui faire traverser cette période de sécheresse et de canicule qu'on a rencontrée pendant tout cet été 2022. Donc je vais vous montrer les différentes choses que j'ai mises en place pour essayer de faire avec toute cette période de sécheresse, de canicule, protéger les légumes, les arroser, les irriguer, tout ce que j'ai pu faire. Et on va voir ce que ça a donné, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui pourrait être amélioré les années suivantes. Voilà, je vous emmène avec moi pour faire le tour du potager durable. On va commencer par se mettre en situation avec une vue du potager d'en haut. Donc je vous rappelle que c'est une zone qui fait une cinquantaine de mètres carrés à peu près. Donc là on voit bien le filet d'ombrage. Alors ces 50 mètres carrés, ils sont divisés en deux moitiés à peu près. Il y a une moitié qui n'est pas couverte, qui est ici de ce côté, qui est la zone où je cultive des pommes de terre dans un premier temps, et après, tardivement, après la récolte des pommes de terre en juillet, j'y plante des courges. Donc on voit les courges là qui commencent à gagner et à remplir toute la zone. Ici dans le coin là, c'est le coin le plus au nord, le plus à l'ombre, il reçoit quasiment pas le soleil. Ce sont les plants de consoude. Donc la consoude qui est une plante engrais qui est vraiment très très utile pour faire du mulch nutritif par exemple. Ensuite, on a la deuxième moitié qui, elle, est couverte par le filet d'ombrage. Donc là, je l'ai fait redescendre sur le côté ouest. Donc à l'ouest, là, c'est le côté où le soleil va taper toute l'après-midi. Donc là, c'est utile aussi d'avoir un filet vertical là, qui empêche que ça grille les plants de tomates qui sont juste derrière. Et donc ce filet d'ombrage, là, il est monté sur des poteaux qu'on va voir en détail juste après. Et donc il couvre la moitié du potager, donc 25 mètres carrés à peu près. Alors un petit mot sur l'arrosage quand même, parce que en période de sécheresse c'est quand même hyper important. Donc ici je n'ai pas de puits, pas de cuve de récupération d'eau de pluie. Le seul moyen que j'ai d'arroser, c'est de l'eau de ville. Donc j'ai installé un système qui se veut le plus économe possible pour arroser avec le plus de parcimonie. Et donc c'est un système de goutte à goutte en fait. Donc on voit l'arrivée principale qui arrive là dans la terre, là. Donc ça c'est relié à l'eau de ville au travers d'un programmateur que je vous montrerai après. Et là, c'est distribué avec du tuyau de 16. Donc c'est un système en râteau. Donc on a ce tuyau noir là qui court le long de mes 6 plates-bandes. Et après, en râteau, à chaque fois, il y a des lignes comme ça, tous les 40 cm, comme on les voit ici, qui vont arroser les rangs. Donc là, on voit, c'est relié avec des T, on voit une ligne là, et etc. Si on enlève le paillis, on doit en voir, bon là elle est un petit peu enterrée, mais il y en a une autre à 40 cm, etc. Donc on va aller à un endroit où on les voit mieux. Voilà, donc là sur cette plate-bande que j'ai dépaillée récemment, parce que j'ai fait un semis de radis, on voit bien les lignes. Alors moi ce que je préfère, ce sont les tuyaux avec les goutteurs intégrés. Alors les goutteurs intégrés, ils sont carrément intégrés dans le tuyau. On voit le petit trou là, mais c'est pas un petit trou tout simple où l'eau elle sort. Il y a tout un système de chicane. Là on voit qu'il y a une surépaisseur sur quelques centimètres. Donc l'avantage de ces goutteurs intégrés, qui ne sont pas des trous, c'est que ça régule le débit. C'est-à-dire que si c'était un simple trou, eh bien en fonction de la pression, l'eau giclerait plus ou moins fort. Et en bout de ligne, il y aurait beaucoup moins de pression, donc il n'y aurait presque pas d'eau. Alors que là, ce sont des goutteurs intégrés qui régulent le débit, donc le débit est constant. Ces tuyaux-là, ils sont vendus pour du 2 litres par heure. Donc quelle que soit la pression, je pense, entre 1,5 et 3 bars, ils vont fournir 2 litres par heure pour chaque goutteur. Et donc on voit que les goutteurs sont espacés tous les 30 cm, donc 3 goutteurs par mètre. Et donc j'ai espacé mes lignes de 40 cm sur toutes les plates-bandes, sur l'ensemble du potager en fait. Alors au niveau des durées d'arrosage, ici à Toulouse, on est dans le département de la Haute-Garonne, donc on a des restrictions d'arrosage, un peu comme partout en France. On a le droit d'arroser les potagers uniquement entre 20h et 8h du matin, donc pendant la nuit grosso modo.
Donc ce que j'ai fait, j'ai programmé mon goutte à goutte pour qu'il se déclenche pendant la nuit, vers 22 heures à peu près. Et je l'ai programmé pour arroser à peu près 20 minutes tous les jours. J'ai remarqué que, après avoir fait des mesures, que c'était la bonne durée. Alors ça, c'est en période de canicule. Après, quand la canicule est terminée, eh bien, je vais espacer ce délai. Je vais faire 20 minutes tous les 2 jours ou tous les 3 jours peut-être. Alors pour savoir s'il y a besoin d'arroser, il y a le fameux test du doigt dont je parle souvent. Alors le test du doigt, c'est quoi? Eh ben, on va, alors je vais essayer de ne pas déranger mon rendradi, voilà, là il n'y en a pas. Donc on va planter le doigt dans la terre et puis on va regarder si c'est humide en profondeur. Donc là on sent que au bout de 5 cm, même voire 10 cm, la terre elle est humide. Par contre, si elle était sèche, là il faudrait arroser. Alors après, la terre elle n'est pas toujours aussi meuble que ça au potager, hein. Là elle est bien meuble parce que je viens de la travailler. Mais il y a d'autres endroits où elle est beaucoup moins meuble que ça, où ça dépend du type de terre que vous avez chez vous. Et alors on peut utiliser un petit outil qui est très pratique et qui coûte moins d'une dizaine d'euros, c'est une sonde d'humidité. Alors il y en a qui sont électroniques, moi je préfère celle-là, elle est mécanique, donc il n'y a pas besoin de pile, elle marche à tous les coups. Et donc il suffit de l'enfoncer dans la terre. Et on voit, donc là je suis à quoi? Je suis à 5 cm à peu près. À 5 cm, on voit que l'aiguille elle est dans la zone verte, dans le début de la zone verte, là presque limite zone rouge, donc c'est pas très humide. Après j'enfonce jusqu'à 10 cm. Là on voit que l'aiguille bouge vers la droite, là entre la zone verte et la zone bleue, donc là c'est déjà mieux. Et si on va voir en profondeur, là au max à 30 cm, eh bien on voit qu'elle est presque au max. Donc ça veut dire que là, ma terre contient suffisamment d'eau pour pouvoir cultiver les légumes. Alors là, c'est normal, c'est parce que je l'ai arrosé par-dessus au moment du semis de radis. J'ai fait un arrosage très généreux. Mais si on va voir à un autre endroit, par exemple au milieu de ces plants de tomates là, qui reçoivent le goutte à goutte, mais donc là, il faut savoir que ma terre, elle contient pas mal de galeries de mulots, et donc chaque fois qu'on tombe sur une galerie, eh bien ça va évidemment repartir vers la gauche, vers le sec. Donc là on n'est pas dans une galerie, donc on voit que c'est entre la limite entre le vert et le bleu, donc c'est plutôt bien. Et là toujours pareil. Là, vous voyez, là je suis à peu près à mi-hauteur, on voit qu'on est dans le rouge, là complètement sec, et je sens qu'il y a du creux. D'ailleurs là je pense qu'il y a une galerie de mulots. Si je suis au-dessus, c'est mieux, dans la galerie c'est sec, et si je redescends, c'est humide. Donc c'est un outil qui est vraiment très pratique pour savoir si la terre a besoin d'être arrosée. Je vous montre le programmateur là, donc il est enterré dans le sol. Voilà, donc là j'ai mis une sorte de mousse comme ça qui est hors gel pour l'hiver, pour éviter que ça gèle. L'hiver j'en rajoute même par-dessus. Et donc voici le programmateur. Donc c'est un programmateur, j'en ai essayé plusieurs, hein, parce qu'il y en a qui n'arrêtaient pas de tomber en panne après une saison, notamment tous les produits qui étaient premier prix ou les marques pas chères. Donc finalement, je suis revenu sur du Gardena. Gardena, c'est bon, je fais pas de pub spécialement pour cette marque, hein, mais c'est une marque que j'aime bien parce que, bon, c'est sûr, ça coûte un petit peu plus cher, mais en général, c'est toujours la même chose pour les outils. Il faut mettre le prix, et quand on met le prix, on a en général une certaine qualité. Et donc là, ce modèle, du coup, ça fait, je sais pas, 3, 4, 5 ans peut-être que je l'ai. Hein, et donc il tient le coup, donc là ça me va bien. Donc là, je sais pas si on voit, c'est programmé 20 minutes tous les jours. Voilà, est-ce que je vais diminuer maintenant que la canicule se termine? Quoique, on a encore une journée à 35 qui est prévue demain, là. Mais après, ça devrait se calmer. Et donc, je vais pouvoir diminuer, voire même arrêter peut-être le goutte à goutte. Je vais vous parler un peu des poteaux maintenant, là. Donc ces poteaux-là, ils sont plantés dans la terre du potager avec des embases métalliques qui sont
comme ça. Donc là, ça s'enfonce assez profondément dans la terre, hein. C'est une pointe qui fait bien 50 cm de profondeur. Et donc avec un maillet, ça s'enfonce assez facilement. On vaut mieux le faire en période humide, hein, quand la terre est meuble. Et ensuite, il y a des poteaux qui sont simplement emmanchés dedans, mais c'est très facile à les enlever. Donc là, pour les caler, j'ai des petites cales en plastique, mais à la fin de la saison, j'enlève les petites cales, les poteaux, j'arrive à les enlever très facilement. Donc c'est du démontable. Il n'y a absolument rien de maçonné, rien de bétonné. Je voulais quelque chose de très léger et de très facile à monter ou à démonter. Alors ces poteaux, ils font 2,40 m de haut. Et ensuite, je les ai reliés entre eux avec des lithos. Donc les lithos, ce sont les petits tasseaux là, qui font tout le long, là, donc qui sont en travers. Donc au-dessus de chaque plate-bande, on voit qu'il y a 2 poteaux, donc un de chaque côté, et reliés entre eux par un litho. Et c'est tout, et ça suffit pour maintenir la structure. Il n'y a pas besoin que ce soit super solide, il n'y a pas besoin de mettre des croisillons, des tasseaux en travers ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que ça bouge un petit peu, c'est souple, mais au moins ça tient. Quand il y a du vent, c'est souple comme le roseau, je dirais. Hein, donc quand il y a du vent, ça bouge très légèrement, mais pas tant que ça, parce que le filet, lui, donc ce sont des mailles qui laissent passer le vent. Donc en cas de fort vent, eh bien, ça traverse, il n'y a pas de souci. Et donc au-dessus de ces poteaux, j'ai donc fixé le filet d'ombrage, qui est un filet à 50%, donc ça veut dire qu'il laisse passer 50% du soleil. Alors pour les régions du sud, c'est bien 50%. Pour les régions qui sont plus dans la moitié nord de la France, ça ferait beaucoup. Je n'irai pas plus qu'à 30% par exemple. Et alors, j'ai mis des débords aussi, de chaque côté, à gauche et à droite. Ça déborde sur 1 mètre encore, là vous voyez, par rapport au poteau, parce que l'année dernière, j'avais pas fait ces débords, et j'avais remarqué que le soleil, quand il continue sa course, donc là, quand il se couche à l'ouest comme ça, donc en milieu d'après-midi, eh bien, il tapait encore sur les légumes, là, donc j'ai dû rajouter ces débords. Et donc, ce qui fait qu'au niveau des rouleaux de filet, eh bien, j'ai utilisé la largeur de 2 mètres que j'avais. Donc en tout, on a 4 mètres. Hein. On a 2 mètres entre les poteaux et puis 1 mètre de débord de chaque côté. Donc ça fait 4 mètres en tout. Et donc, j'ai utilisé 2 rouleaux, enfin 2 filets que j'ai mis une moitié à droite, une moitié à gauche. On voit qu'il y a un petit espace entre, d'ailleurs, ce qui n'est pas gênant du tout. Après, bon, j'ai réutilisé ce que j'avais l'année dernière. J'aurais pu racheter des rouleaux qui font 4 mètres de large, mais ça n'aurait pas été très pratique à installer, je pense. Parce que là, pour les installer en début de saison, bon, j'installe l'escabeau, et puis je déroule petit à petit, et puis je fixe. Et donc après, quand on regarde le bout, là-bas, c'est la partie qui est à l'ouest, donc l'après-midi, ça tape vraiment dur, hein, de ce côté-là. Donc là, ça descend, il y a toute une façade qui descend avec ce filet d'ombrage jusqu'au sol. Et donc ça permet de protéger cette première plate-bande là des rayons du soleil de l'après-midi. Alors l'avantage d'avoir ces systèmes là avec des tasseaux horizontaux, c'est que ça permet de faire très facilement des tuteurs à tomates. Tout simplement en suspendant des ficelles. Alors là, on voit que j'ai accroché des ficelles à intervalles réguliers en faisant un nœud de cabestan. Et ces ficelles, elles descendent au sol. Alors, on me pose souvent la question comment je les fixe, ces ficelles. Donc en haut, on a vu, c'est un nœud. Et en bas, il n'y a pas besoin de système compliqué. Je fais comme font la plupart des maraîchers dans leur serre. C'est-à-dire qu'un simple nœud tout bête au pied du plant de tomates. Hein, donc c'est au moment de la plantation, quand ils ont un petit peu grandi, quand ils font une cinquantaine de centimètres, je mets ma ficelle et je fais un simple nœud, même pas un double nœud, un nœud tout bête, ici, au bas de la tige. Et en fait, il n'y a pas besoin que ce soit fixé solidement, parce que ce qui va supporter le plant de tomate, c'est pas le nœud du bas, c'est le nœud du haut. Hein. Tout le poids, il tire vers le haut, tout le poids. Donc du moment que c'est bien accroché en haut, il suffit juste qu'en bas, ça soit légèrement fixé pour pas que la ficelle se balade, et puis c'est tout.
Et puis ensuite, au fur et à mesure de la croissance du plant, eh bien, j'enroule simplement la tige principale, ou les plusieurs tiges, si je fais grimper les plants sur plusieurs tiges, autour de la ficelle. Donc là, on voit un cas où un plant a besoin d'être enroulé. Donc là, on voit qu'il a grandi, il n'est pas attaché là pour cette partie-là. Donc je vais simplement prendre la tige principale comme ça, et puis délicatement, je l'enroule autour de la ficelle. Voilà, etc. Toutes les semaines à peu près, on enroule un petit peu plus. Donc je ne m'encombre pas avec des pinces en plastique ou d'autres objets, juste simplement enrouler les tiges une par une, et ça va très bien. Alors là, au niveau du nombre de tiges, pour les plants greffés, comme celui-là, je les ai conduits sur 3 tiges. Hein, donc j'ai fait descendre 3 ficelles, qui sont assez serrés quand même, parce que ici à Toulouse, on est une région qui est vraiment très sèche en été, enfin même ailleurs en France, hein, avec cette année en tout cas. Et donc il y a vraiment très peu de chances d'attraper des maladies comme le mildiou, parce qu'il y a une aération constante. Il y a aussi beaucoup de vent ici dans la région, des vents chauds des fois en été, qui dessèchent pas mal les légumes malheureusement. Et donc les plants greffés donc sur 3 tiges, et les plants qui sont non greffés, eux, je les ai fait monter sur 2 tiges cette année. Après, c'est à chaque jardinier de choisir en fonction de différents critères. Alors, quand les plants de tomates atteignent le haut de la ficelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont buter contre le filet d'ombrage qui est là. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on fait rien, comme ici, ben, ça devient fouillis, le plant essaye de se débrouiller comme il peut. Alors là, j'ai rien fait parce qu'il y a un plant de haricots grimpants qui s'est mis sur le plant de tomates. Donc je ne sais pas comment il est arrivé là, mais donc c'est un peu le bazar en haut. Mais par contre, sur les voisins, on voit bien que j'ai étêté les plants, que j'ai coupé net, là, au niveau du haut. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de laisser pousser les tomates contre le filet. Ils ne pourront pas bien se développer s'il y a des fleurs encore et des fruits. Déjà, pour qu'ils arrivent à maturité, c'est pas gagné, parce qu'on est déjà fin août quand même. Donc j'ai préféré faire net et les couper. Alors maintenant qu'on a vu les structures là en poteau, le filet d'ombrage, l'arrosage, au niveau des légumes, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est plutôt bien passé, donc on voit que les légumes sont verdoyants, il n'y a pas de problème de brûlure, hein, grâce au filet là, qui stoppe la moitié de la lumière du soleil, il n'y a pas eu de coup de soleil sur les tomates, les feuilles ne sont pas brûlées sur le pourtour, comme ça arrive parfois. Il n'y a pas de signe de soif non plus, là les légumes sont verdoyants, ils n'ont pas souffert de la sécheresse grâce à l'arrosage goutte à goutte. Mais par contre, la température, là, j'ai pas pu faire grand chose. Hein. Les 35, 36, 37 qu'on a eu régulièrement, là, tout ça, ça baisse pas la température, quoi, malheureusement. Donc, ben, c'est un peu comme chez tout le monde. Hein. La plupart des légumes ont stoppé leur mûrissement. Donc là, on voit, on est fin août, mais on a des tomates qui sont encore vertes, hein, comme celle-là, qui est tout en bas du plant. Donc, c'est une des premières. Ça aurait dû être une des premières à mûrir. Mais non, elle est restée verte. Les haricots verts, c'est pareil, ils ont mis très longtemps à mûrir. Alors, les seuls qui s'en sortent super bien, je trouve, ce sont les courges. Là, on voit derrière moi, les courges qui ne sont même pas protégées par le filet d'ombrage, elles ont plein de fruits, beau feuillage, pas de brûlure. Donc, on voit que ce sont les plantes qui résistent le mieux au soleil, du moment qu'elles ont de l'eau, bien sûr. Alors au niveau des maladies, j'ai pas noté de maladies non plus en particulier. Par contre, des ravageurs, ça oui, des ravageurs, ça, il y en a toujours, hein, mais c'est un peu normal. Quand on a un lieu comme ça où on a tout un tas de bonnes choses à manger, hein, une sorte de garde-manger vivant, si on veut, eh bien c'est normal que ça attire tout un tas de bêtes qui viennent manger, surtout en période de sécheresse, quand il n'y a rien à manger autour. Donc il faut s'y attendre un petit peu. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme ravageur? Eh bien j'ai eu les mulots, donc sous ce sol-là qui est vraiment bien paillé, il y a les mulots qui en profitent vraiment pour proliférer. Donc les mulots ne sont pas les gros râteaux-pieds, hein, ce sont des petites souris en fait minuscules qui créent beaucoup de galeries. Et de temps en temps, ils grignotent une betterave par-ci, une pomme de terre par-là. Alors en gros, je dirais entre 10 et 15% de la récolte qui est grignotée à peu près. Bon, ce qui est limite acceptable, limite commence à être gênant pour moi.
Donc la solution c'est quoi? Eh bien, jusqu'à présent je laissais mon sol non travaillé, c'est-à-dire que comme il est devenu meuble maintenant, eh bien, je ne passe même plus la grelinette au printemps, ni à l'automne d'ailleurs, donc je le laisse tel quel toute l'année. Mais donc ça favorise cette prolifération de mulots et de leurs galeries. Donc ce que je vais devoir faire, eh bien, c'est de repasser un coup de grelinette, de remélanger ce sol pour détruire les galeries, donc plusieurs fois par an, donc au moins une fois à l'automne et une fois au printemps. Alors autre ravageur sur les tomates, ce sont les grignotages par les oiseaux. Alors de temps en temps, on a une tomate qui est complètement grignotée, et donc ce sont des oiseaux qui sont venus s'abreuver parce qu'ils avaient soif. Alors maintenant, ce que je fais, j'y mets des soucoupes d'eau au potager. J'ai 2-3 soucoupes que je remplis d'eau. Alors ici, dans le sud, on a les moustiques tigres qui prolifèrent depuis quelques années. Donc il ne faut pas laisser de l'eau comme ça stagnante pendant des jours et des jours. Donc ce que je fais, je change l'eau, je renouvelle l'eau des soucoupes tous les jours. Comme ça, s'il y a des moustiques qui vont pondre leurs œufs dedans, eh bien les œufs n'ont pas le temps d'éclore parce que l'eau est renouvelée tous les jours. Et donc contre ces oiseaux qui viennent piquer leur bec dans les tomates, eh bien j'ai la solution des sachets en organza. Donc ce sont des sachets à grappes de raisin, ce qu'on appelle aussi sachets à dragées. Et donc ça protège bien les tomates contre les piqûres d'oiseaux, mais pas contre les piqûres de punaises. Alors les punaises, je touche du bois, j'en ai eu très peu cette année, mais vraiment je les ai comptées sur le doigt d'une main. Elles ne sont pas arrivées pour le moment, donc j'espère que ça va en rester là, parce que j'ai pas encore de solution définitive contre elles. Il y a quelques années, quand il y en avait beaucoup plus, j'avais utilisé ces mêmes sachets pour protéger les tomates. Alors ça marchait bien au début, mais après elles commençaient à piquer les tomates à travers le sachet. Donc finalement ça servait à rien. Alors au niveau des salades, est-ce que j'ai réussi à cultiver des salades avec cet été plein de sécheresse qu'on a eu? Eh bien grâce au bac à réserve d'eau, oui. Donc je vous rappelle que ça c'est un bac qui est complètement bâché avec une bâche à bassin au fond, une bâche étanche. Et donc il y a un système là pour remplir l'eau de manière à garder tout le temps un fond d'eau. Et donc ce qui permet d'irriguer les cultures par le bas. Donc c'est l'équivalent un petit peu d'une jardinière de balcon à réserve d'eau, sauf à plus grande échelle. Et donc oui, on voit que les laitues là ont bien poussé pendant l'été. Là, on a pu en manger tout l'été. Et autre avantage avec ce filet d'ombrage que j'ai mis par-dessus aussi, c'est que je peux y mettre tous mes petits plants, là, tous les semis que je fais moi-même. Là, vous voyez, on a un dernier semis de laitue, là des choux raves, etc. Tous les légumes pour l'automne, les épinards, les chicorées, les choux de Chine, etc., de la mâche, des fenouilles aussi qui doivent être là. Tout ça se plaît bien ici grâce à l'ombrage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était Nicolas du Potager Durable. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si ça vous intéresse de voir le détail des quelques petits objets que je vous ai montrés dans la vidéo, eh bien comme à chaque fois, j'ai écrit un article sur mon site internet potagerdurable.com et vous trouverez le lien vers cet article juste en dessous de la vidéo dans la description. Et bien moi, pour ma part, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!